bonjour. C'est la première fois que je parle tech en français, alors ça serait une aventure pour moi et aussi pour vous. Je m'excuse en avance. On va commencer avec quelque chose assez facile, peut-être. C'est quoi ça? Ouais, super tomate, exactement. Alors, c'est quoi ça? Super concombre? Non. Non, c'est pas super concombre. Ce n'est pas un super concombre, c'est un concombre qui veut être un super tomate. Pauvre super concombre. Alors, c'est quoi ça? Super base de données. Et c'est quoi ça? C'est Redis. Et c'est un cache, mais c'est aussi une base de données. Et c'est peut-être un super cache, et peut-être une base de données, et peut-être une super base de données, et peut-être une super base de données. C'est vraiment compliqué. Alors, je m'appelle Holly Cummins. Je travaille chez Red Hat. Je suis avec Red Hat depuis 1 an. Avant ça, j'étais avec IBM. Avec Red Hat, je travaille sur Quarkus. Avec IBM, je faisais des web applications, des cloud applications. J'étais un consultant. Et souvent, j'utilisais Redis dans mes web apps. Avec un web app, le données de session, on le perd. Alors, Redis, c'est vraiment utile. On prend les données, c'est un cache, on met les données dans le cache, on le sort, on le met. C'était vraiment, vraiment simple. Mais, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Alors, Clément. Alors, moi, je m'appelle Clément Escoffier, je travaille également pour Red Hat. Je travaille principalement autour du projet Quarkus. Et il y a à peu près 1 an, on commençait à avoir des retours sur l'intégration Redis dans Quarkus. Elle n'était pas top, et c'est vrai, pour l'avoir testé, elle n'était pas... Voilà. Et je me suis dit, bah, tiens, ça c'est un petit challenge sympa. Redis, c'est quoi? Session, je prends, voilà, allez, en 2 jours, c'est fait, quoi. 6 mois plus tard, j'y étais encore. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait plein de choses que je connaissais pas sur Redis. Je m'étais arrêté sur, ouais, c'est un cache. Et en fait, il y avait plein de choses derrière. Et je pense que ces choses-là, elles ne sont pas forcément connues par la plupart du monde. Et c'est pour ça qu'on va faire ce talk pour, justement, vérifier... Oups. Pardon. Si Redis est vraiment une super base de données ou si c'est simplement juste un cache ou un truc un peu mieux que ça. Alors justement, c'est quoi Redis? Alors Redis, déjà ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un endroit où on va stocker des clés et à ces clés vont être associées des valeurs. Donc clé 1, valeur 1, clé 2, valeur 2, clé 3, valeur 3. Très simple. Alors après, votre application, elle peut communiquer avec un seul Redis, ou alors avec des Redis qui vont être en mode cluster, en mode sharding, avec des réplicas, sans réplicas. Donc il y a plein de choses comme ça. Mais ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment cette histoire de clé-valeur. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire pour voir si on peut faire autre chose que du cache avec Redis. Donc commençons justement par le cache. Alors quand on veut faire du cache avec Redis, on va écrire ce genre de choses. On va dire, voilà, j'ai mon cache, je vais récupérer la valeur qui est stockée à une clé, donc my cache et donc ma clé. S'il n'y a pas de valeur, je calcule ma clé, et puis je la stocke dans mon cache, avec cache.set, le nom de ma clé, ma valeur, et puis le time to live, donc pendant combien de temps je veux que le cache contienne cette clé. Et je retourne la valeur. C'est simple. Oui, c'est simple. On peut rentrer chez nous. Et en fait, quand on commence à regarder un peu plus près de ce qui se passe en dessous, c'est relativement simple. En fait, l'application va émettre des commandes vers Redis. Typiquement, on l'a sur la droite. Donc, get est une commande. Hop, non. Get est une commande. On retourne null. Ensuite, set est une deuxième commande. Voilà. Et après, etc., etc. Get, set, commande facile, super simple. Toute la complexité de Redis, c'est qu'en fait, il y a plus de 389 commandes. Et sur cette image, elles n'y sont pas toutes.
Il y a des sous-commandes, il y a des commandes ambiguës, il y a des commandes non ambiguës, il y a des choses qui ont été dépréciées avec le temps, il y a des choses où il y a plusieurs manières de la faire. Donc, en fait, il y a vraiment une explosion du nombre de commandes qui fait que de mon get et set fait en 2 jours, je me retrouve avec 389 commandes à implémenter et c'est beaucoup plus long que prévu. Alors, heureusement, ces commandes sont organisées en groupes. Il y a à peu près une vingtaine de groupes, entre 20 et 25, ça dépend comment on distingue les limites entre les groupes. Alors ça va de choses très génériques, hein, la gestion des clés, la gestion des expirations. Il y a des transactions. Alors ce n'est pas forcément des transactions à la base de données classique, hein, relationnelle, mais on va le voir, hein, c'est plutôt du verrou optimistique, du hash, du géospatial, du sortie de set, et plein d'autres choses. Et il y a toute une partie probabilistique qui va de hyperlog-log à tdigest. Donc ça, c'est des choses pour quand vous avez énormément de données. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est la structure de ces groupes. En fait, il y a 2 familles. La famille de base, qu'on a en rouge sur ce slide-là, qui est ce que vous avez quand vous avez les Redis de base. Et puis ensuite, ce Redis-là, vous pouvez y installer des modules. Donc par exemple, le module Bloom, qui va vous rajouter Bloom, QQ, CountMin, TopK et tdigest, le module graph qui va vous rajouter graph, le module JSON qui va rajouter JSON, search, etc., etc. Et vous allez pouvoir étendre cet ensemble de commandes pour en faire encore bien plus. Et c'est ce qu'on va essayer un peu de voir, c'est qu'est-ce qu'on peut faire quand on a toutes ces commandes à notre disposition. Alors pour ça, il nous faut une démo. Alors bon, on a décidé de faire une démo de cache-cache, ce jeu de mots vient de Holly. Donc je tiens à le dire que je ne suis pas responsable. Donc qu'est-ce qu'il nous faut, Holly, pour faire un bon jeu? Nous avons besoin des joueurs. Alors, il y a ceux qui cachent et ceux qui cherchent. Et nous avons besoin des endroits. Alors, nous avons un play service et un player service, c'est les cacheurs, et un seeker, c'est le chercheur. Et c'est un jeu. Alors, on a besoin de quelqu'un qui gagne et quelqu'un qui tous les autres perdent. Alors, nous avons le leaderboard. Et finalement, nous avons besoin de quelque chose pour les organiser, et c'est le game logic. Et je ne parle pas du monitoring. Oups, pardon. Alors, avant d'aller à la fin de la présentation, on va quand même montrer un peu de code. Alors justement, commençons par la première partie. Tout bon jeu, il faut des joueurs. Hein. Donc voilà. Donc on va avoir des players, on va les représenter comme ça. On a un ID, un nom et une vitesse, parce que au cache-cache, la vitesse, c'est vraiment important. Vous allez voir pourquoi. Et donc, ces joueurs-là, on va les stocker dans Redis sous la forme de hash. Alors c'est quoi un hash? Donc c'est associé à une clé, hein, c'est une clé valeur, mais la valeur sera un hash, donc c'est une map. Une map avec des entrées et valeurs, donc ce qu'on appelle en Redis des fields, value, field, value, field, value. Et donc là, on va avoir 3 fields, ID, name et speed. Donc pour ça, pour notre code, on va faire un player repository. Donc là, bien que ce soit une application Quarkus, j'ai utilisé les annotations Spring, comme ça, généralement, vous les connaissez relativement bien. Donc là, c'est un repository. Et donc, je vais récupérer les commandes pour faire du hash, pour gérer un hash où mes valeurs sont des players. Et puis derrière, je vais faire du CRUD classique, hein, comme dans un repository. Donc le get all, je vais émettre la commande hashvals qui va me donner toutes les valeurs stockées à ce hash-là. Get one, donne-moi le player qui est à cette clé-là et puis à ce field ID. Delete qui va faire un hashdel, donc pareil, ma commande c'est hashdel. Ça, c'est ma clé, player key, l'ID. Et puis, je vérifie si j'ai vraiment supprimé quelqu'un, parce que si c'est 0, en fait, c'est qu'il n'y était pas dans ma map, etc., etc. Donc, le create, un tout petit peu plus compliqué, mais pas des masses. L'update est plus intéressant. Parce que l'update, quand on veut mettre à jour un joueur, quand on veut changer son nom, changer sa vitesse ou ce genre de choses, il faut d'abord vérifier qu'il soit là, et ensuite le modifier s'il est là. Donc, pour faire ça, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ça dans une transaction. Sauf que Redis, ils ont un concept de transaction qui n'est pas vraiment équivalent à ce qu'on fait dans les bases de données relationnelles. Ils ont donc une sorte de verrou optimistique et ils ont un pattern qu'on appelle check and set pattern. Donc on peut demander à Redis de faire une transaction. Et en fait, cette transaction, ça va être un groupe de commandes qui va être délimité par une commande spécifique qui s'appelle multi et une commande à la fin qui s'appelle exec. Et elle va être exécutée d'un coup. Ce qui veut dire que durant l'exécution de ces commandes, en fait, je n'ai pas de valeur, je n'ai pas de retour, donc je ne peux pas faire de la logique conditionnelle à l'intérieur de cette transaction.
C'est pour ça qu'on a ce check and set, où on va avoir une première partie qui va être la partie check, où là je vais vérifier un certain nombre de choses pour savoir si je dois faire des choses dans ma transaction. Donc ici, je vais récupérer mon player, et puis ensuite j'ai la partie qui est vraiment transactionnelle, où j'ai ici ce code-là, où je vais vérifier si j'avais bien un joueur. Si je ne l'avais pas, j'annule la transaction, ça ne sert à rien de continuer. Et si je l'ai, je vais modifier ce joueur-là et puis faire le set dans Redis. Un truc intéressant, c'est cette clé ici, qui est en fait une clé qu'on va surveiller. C'est-à-dire que quand on commence un check and set, en fait, on commence par le watch, et on va dire, s'il y a un write sur cette clé-là, durant l'exécution, ma transaction sera de toute façon annulée. Donc en fait, comment ça fonctionne derrière pour que ça marche? En fait, on va réessayer tant qu'on n'a pas réussi à écrire, etc. Donc c'est comme ça en fait ça marche. On a cet ensemble de watch keys qui va nous permettre de savoir si la clé a été modifiée ou pas. Donc voilà, ceci est exposé devant une petite API REST, très très simple, avec getAll, getOne, etc., etc. On ne va pas rentrer dans les détails, mais je vais démarrer ce service-là. Ça sera donc mon premier service, c'est ici. Alors, le deuxième élément d'un bon jeu de cache-cache, c'est des endroits où se cacher. Sinon, pas très très intéressant. Et donc pour ça, on a le concept de place, voilà, où on va avoir, pareil, chaque place va avoir une clé, un nom, un préfixe. Alors cette histoire de préfixe est intéressante parce qu'elle est apparue aujourd'hui, parce qu'il paraît que la grammaire française c'est compliqué. J'ai pas réussi à expliquer les règles de grammaire française à Oli depuis ce matin, donc j'ai dit ouais ok, la plus simple c'est de rajouter quelque chose dans le data model, et ça marche. On verra pourquoi. La description de mes endroits et les coordonnées géographiques, parce que voilà, il faut quand même que je sache où elles sont. Ces endroits vont être créés automatiquement au démarrage de l'application en utilisant ce petit script ici. Et en fait, ici, on voit qu'on va utiliser une commande particulière qui s'appelle JSON-set. Donc cette commande, elle vient du module JSON et va nous permettre de manipuler et d'écrire du JSON à des clés particulières. Donc ici, j'ai le nom de ma clé. Ici, j'ai l'endroit où je veux écrire dans mon document JSON stocké à cette clé-là. Donc $, ça veut dire la racine. Et puis ensuite, j'ai mon JSON classique avec, par exemple, le Louvre, etc. Le préfixe, donc on dit on va au Louvre et pas à le Louvre ou du Louvre ou ce genre de choses. Si vous savez expliquer ça, allez-y. La description qui vient de ChatGPT, donc si vous n'êtes pas d'accord avec les horaires d'ouverture, parce que pour le Louvre, ils ont carrément mis les horaires d'ouverture, voilà. Et puis à la fin, là, les coordonnées. Alors, où on peut se cacher dans ce jeu? On peut se cacher au Louvre, au musée d'Orsay, au Pompidou, au Tour Eiffel, etc. Et bien sûr, à Devox, ou au Devox. D'ailleurs, la règle ne s'applique pas pour ça. Bon, je sais pas. Voilà. En plus de ça, quand on a soit des hashes, soit du JSON, et qu'on a le module search activé sur Redis, on peut créer un index et donc utiliser Redis comme un search engine, comme un moteur de recherche. Donc ici, je fais un create d'index, ok. Sur du JSON, je suis obligé de le dire, donc c'est soit hash, soit JSON. Sur toutes les clés qui commencent par ce préfixe-là, et puis ensuite, j'ai mon schéma, donc je veux indexer le name, la description, les coordonnées. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, on va pouvoir regarder le place repository qui va être relativement similaire à l'autre, sauf que cette fois-ci, j'ai du JSON au lieu d'avoir des hashes. Alors la première chose que je vais faire, un truc qui va nous servir plus tard, c'est que je vais lire l'ensemble de mes places que j'ai écrites dans Redis en utilisant la commande keys, qui va me permettre d'itérer sur un pattern de clés, donc tout ce qui commence par hide and seek places. Le 2 points est assez intéressant parce que c'est comme ça que c'est la recommandation Redis pour délimiter les parties dans une clé. Et je vais les lire sous la forme de JSON à chaque fois. Donc pareil, je veux les commandes JSON et faire un JSON get. Donc c'est des places, voilà. Et je vais stocker les coordonnées et les noms de ces places dans une liste de coordonnées géographiques, donc dans un indice spatial. Et on va voir pourquoi, parce qu'une fois qu'on a ça, on va pouvoir faire du calcul de distance entre les places. Par exemple, est-ce que vous savez combien de kilomètres il y a entre Devox et le Moulin Rouge? Redis, lui, il le sait. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'il sait. Une fois qu'on a rentré les choses. Donc après, l'ensemble des places, ok, c'est la même chose.
Et donc on a search, qui va utiliser une autre catégorie un autre groupe de commandes, donc search, qui va s'appeler, donc cette commande c'est ft-search, on va parler de l'index, et on va passer donc la query, qu'est-ce qu'on veut chercher. Ça va nous retourner un ensemble de documents, et ces documents, je vais les mapper sous la forme de places, hein, c'est-à-dire que je vais récupérer tous les attributs des documents, et donc après je vais pouvoir recréer mes objets places, et retourner ça. Donc maintenant, si je démarre ce service-là, voilà, tac, je reviens ici, je vais faire un petit refresh pour être sûr. Donc maintenant, normalement, ça devrait marcher. Alors, quel endroit on pourrait rajouter Peut-être Chaumont. Chaumont, ok, les buts de Chaumont, normalement. Donc voilà, donc là, je vais faire chercher un lieu. Il va chercher en utilisant cette méthode search. Et s'il trouve les buts de Chaumont ou quelque chose qui a Chaumont, eh ben, ça devrait l'ajouter. Et voilà, on a ici les buts de Chaumont. C'est ici. Si on cherche quelque chose comme Royal c'est bien. Royal. Et que je fais chercher un lieu. Ah, il en rajoute deux. Il rajoute la Sainte-Chapelle et Versailles. Vous remarquez que Royal, le Louvre, non, il n'a pas fait association. Hein. ChatGPT, voilà. Bon, on pourrait les rajouter comme ça, une par une, mais ça ne serait pas très intéressant. Donc on va rajouter tous les lieux. Et voilà, l'ensemble des lieux, on va pouvoir se cacher. Donc des Vox, Arc de Triomphe, etc. etc. C'est bien. On a les joueurs, les places. Il nous faut les scores. Ah, parce qu'il faut savoir qui gagne quand même à la fin, hein, sinon c'est pas marrant. Hein. Donc les scores, c'est géré par un autre service qu'on va appeler le leaderboard service, qui lui va utiliser un nouveau type de données qu'on va appeler les sorted sets. Donc c'est des ensembles de données ordonnées, donc c'est des valeurs associées à des scores. Ah ben ça tombe bien, pour gérer des scores, ça semble être plutôt pas mal. Et là, on va avoir un autre ensemble de commandes. Par exemple, cette commande qui s'appelle zencryby, qui en gros veut dire on va prendre le sorted set qui est stocké à cette clé-là. On va prendre ce membre de ce sorted set qui s'appelle players, donc j'ai le player, et puis je vais incrémenter son score par cette valeur-là. Voilà. Donc à chaque fois que quelqu'un gagne une partie, bon, on appelle cette méthode, et cette méthode va augmenter et gérer le score. Une fois que j'ai fait cette accumulation, je peux lui demander mon leaderboard complet. Et là, je vais utiliser une autre commande de cette même ensemble qui s'appelle zRangeWithScores. Pareil, la clé de là où est stocké mon sorted set. Le 0-1 veut dire que je veux l'ensemble de mon sorted set. Et comme les sorted sets dans Redis, ils sont du plus petit au plus grand, et que nous, on veut un leaderboard, donc c'est plutôt du plus grand au plus petit, hein, celui qui gagne, c'est celui qui a le plus de points, on lui passe l'attribut rêve. Voilà. Et ça va nous retourner une liste de scored value avec le nom des joueurs, et puis tout ira bien. Donc voilà, on va démarrer celui-ci maintenant. Hop. Leaderboard, c'est ici. Voilà, tac. Maintenant qu'on a ça, ben, il va falloir implémenter la logique du jeu cache-cache. Alors, on ne va pas répéter les règles du jeu cache-cache, hein, je pense que vous les savez. Ben, j'espère. Hop. Voilà. Alors là, j'ai des petits trucs un peu intéressants sur ce truc-là. À chaque fois qu'on va créer un nouveau jeu, une nouvelle partie, en fait, on va démarrer une nouvelle thread. Alors ça ne va pas être une thread classique, ça va être une virtual thread. Je l'expliquerai pourquoi par la suite. Mais voilà, ça sera une virtual thread. Et grosso modo, quand on va créer un jeu, on va dire, bon bah déjà, la communication entre la logique du jeu et les autres joueurs, etc., ça va utiliser des événements. Deux types de communication on va utiliser. Le pub-sub qui va publier quelque chose. Typiquement, le front-end va vouloir savoir quand la partie commence, quand la partie finit, etc. Et puis, le jeu et l'attrapeur, hein, celui qui cherche, ils vont avoir une communication un peu particulière qui va se baser sur des listes. Et ils vont chacun s'envoyer des messages qu'ils vont écrire dans la liste de l'autre. Un peu comme on aurait fait un système à acteurs. Donc, ils vont avoir une liste pour le jeu, une liste pour l'attrapeur, et puis le jeu va écrire dans la liste de l'attrapeur, et l'attrapeur va écrire dans la liste du jeu pour dire bah, moi je suis allé là, etc. Est-ce que j'ai trouvé quelqu'un, etc., etc. Donc on va avoir une communication comme ça avec cet ensemble de listes. Donc voyons voir. On démarre le jeu, très bien. On sélectionne au pif celui qui sera le chercheur, et les autres seront donc des hiders, donc ils vont se cacher. Voilà. Ensuite, première chose, on va dire à celui qui cherche que le jeu a commencé. Donc, comme j'ai dit, on va envoyer un message dans une liste. Cette liste, on peut la voir comme une queue de messages, en fait. Hein, c'est exactement ça. Donc, c'est ce que je fais ici. Je veux
Les commandes pour gérer des listes qui vont avoir ce type-là en entrée, donc Game Started Event. Et je vais faire un R push. Donc ça, c'est le nom de ma commande, ça veut dire un write push. Je vais écrire à la fin de ma queue. Voilà, côté droite de ma queue, le R write. Je vais également dire au front-end qu'on a démarré le jeu. OK, voilà. Et puis ensuite, je vais vraiment faire du code à la acteur, comme on ferait un acteur. Je vais reprendre ma liste d'événements, et là, je vais lire la mienne, pas celle du seeker, mais celle du game. Et je vais utiliser cette commande qui s'appelle blpop. Donc le lpop, c'est left pop. Donc je vais lire ma queue à gauche. Donc l'autre écrira à droite, et puis moi, je vais prendre les événements un par un. Le B est intéressant parce qu'il veut dire blocking. C'est-à-dire que là, on va pouvoir faire un while true autour de ça. Et s'il n'y a rien, ça ne va pas fuser comme ça et faire tout le temps. Il va attendre une seconde. Pendant une seconde, il va attendre s'il y a quelque chose. S'il n'y a rien, il va retourner nul. Mais s'il y a quelque chose, il va retourner la valeur tout de suite. Comme on est sur une virtual thread, alors je ne vais pas rentrer dans le détail des virtual threads, en fait, ça c'est quasiment gratuit comme c'est implémenté dans notre client sur Quarkus, parce qu'en fait, on bloque la virtual thread, mais on ne bloque pas la carrier thread, donc on est très très efficace. Donc la logique après, elle est très simple. Je récupère ma clé valeur, et puis si c'est le jeu en cours, eh ben, j'ai 3 types d'événements. Time's up, chaque partie c'est 10 secondes. Le seeker, donc l'attrapeur est arrivé à une position, ou l'attrapeur a décidé de passer d'une position à une autre. Voilà. Donc on va démarrer ça. D'ailleurs, ceux qui arrivent, qui ont des très bons yeux, ils voient qu'à chaque fois que je démarre avec Enable Preview, c'est pour justement avoir le support des virtual threads. Donc maintenant que j'ai ça, et que je démarre une partie, hop, tac, ajouter tous les lieux, voilà, démarre une partie, le jeu commence, et il ne va rien se passer parce qu'on a oublié un truc. Bah ouais, il n'y a pas d'attrapeur. Donc un jeu de cache-cache où il n'y a pas d'attrapeur, leçon numéro 1, c'est pas intéressant. C'est pas top, hein. Même pour ceux qui se cachent, en fait. Oui, c'est vraiment ennuyant. Ouais, voilà. Donc justement, l'attrapeur, le seeker, voilà, et ben lui, ça va être un acteur, mais qui va faire l'inverse sur les clés, sur les listes. Donc il va lire ses propres listes, et il va écrire dans celle du contrôle. Donc pareil, blpop, même pattern. Lui, en termes d'événements, il peut avoir un game started ou un game ended, ou alors un seeker arrived. Parce que en fait, le seeker, donc celui-là, il va décider de où il est, puis il va décider au pif de là où il veut aller. Donc il va prendre l'ensemble des places, il va dire bah, tiens, je vais aller à celle-là, random. Mais qui habite Paris ici? Oh, pas grand monde. Bon, alors pour ceux qui n'habitent pas Paris, pour aller d'un endroit à un autre, c'est long. Très long. Voilà. Et donc, on va utiliser cette liste géospatiale qu'on avait créée au début pour dire ben, c'est quoi la distance entre là où je suis actuellement et l'endroit où je veux aller. Ça va me retourner, donc grâce à cette commande geodist, la distance en mètres entre mes deux positions, entre mes deux places. Et donc cette distance, je vais la diviser par la vitesse de player, et donc je vais avoir donc, là, le temps que ça va me prendre. Voilà. Alors ça n'inclut pas les grèves, ça n'inclut pas les incidents de voyageurs que vous pouvez avoir sur les lignes de tram, de métro, etc. Mais bon, ça peut vous donner une idée. Voilà. Non, on a dit qu'au cache-cache volé, c'était tricher. On n'a pas le droit. Une fois qu'on a fait ça, ben on va dire au game, ben voilà, je suis là, je vais essayer d'aller là, et donc on va écrire en rpush, donc justement, écrire à la droite de la liste du jeu l'événement qu'on va faire. Ensuite, on va démarrer une autre virtual thread qui va attendre le temps d'aller d'un point A à un point B, et puis quand on sera allé au point B, eh ben, on va envoyer l'événement. Donc maintenant, si je démarre ce seeker-là, voilà, tac, hop, et que maintenant je fais ici, voilà. Alors, je vais essayer de grossir un petit peu pour que vous voyez. Mais grosso modo, voilà ce qui se passe. Ah, on le voit là, ouais. Donc, ah ben il a gagné. Mais Rosterbold était donc mon joueur qui devait trouver les autres. Il est allé à un certain nombre de places. Donc il a fait quoi? Il a fait un grand nombre de places en fait. Hein. Il est allé au Centre Pompidou, Jardin du Luxembourg, Montmartre, etc., etc. Aux Champs-Élysées parce que c'est pluriel. Mais voilà. Mais la grammaire française m'a étonné aujourd'hui. Grand Palais, voilà, etc. Et donc il a trouvé par exemple Super Concomber au Grand Palais, il a trouvé Ardent Slots au Grand Palais aussi. Les deux se cachaient ensemble, ça c'est quand même pas malin. Hein. Mais bon,
voilà, etc. Donc il les a tous trouvés. Il a trouvé Frogman à la Sainte-Chapelle et il a gagné. Alors on peut démarrer un autre jeu, pareil. Et donc là on voit par où il est passé et là où il a trouvé les gens. Donc il a encore gagné. Alors certes là il a gagné 2 fois, mais bon il est quand même pas hyper intelligent ce chercheur-là et cet attrapeur, on va peut-être pouvoir l'aider. Et donc on a un super seeker. Pareil, c'est la même logique, le même acteur, hein, donc la même logique, sauf qu'au démarrage, il va regarder l'ensemble des places où les gens peuvent se cacher, donc il connaît le terrain, il sait à peu près où, voilà. Et il va créer un graphe, une base de données de graphe, où il va prendre toutes les places, ça va être mes nœuds, et il va calculer, il va demander à Redis de donner toute la distance, et ça va être mes liens entre mes graphes. Et ensuite, à chaque fois qu'il a un endroit, il va demander au graphe, donne-moi l'endroit le plus près. Parce qu'à ce jeu-là, pour gagner à coup sûr, c'est faire un maximum d'endroits en un minimum de temps. Donc, à chaque fois, il va dire, voilà, je suis ici, c'est quoi la place la plus près? Il va regarder dans le graphe où il est, dit, ah bah c'est là, tac, ensuite, où est-ce que c'est? Là, etc., etc. Et là, on va le voir qu'au lieu de partir d'un endroit à un autre, etc., il va vraiment aller comme une ligne de métro. Donc, comment on fait un graphe? En fait, on va utiliser un langage qui s'appelle Cypher, qui est utilisé également par Neo4j, et qui est également utilisé par la partie graph de Redis. Donc là, il faut le module graph. Donc on va créer le graph avec la commande merge. Alors c'est pas une commande Redis, hein, c'est vraiment la syntaxe Cypher, où je veux une place avec un tel nom, avec, qui va aller sur une autre place avec la distance au milieu, et je vais rajouter comme ça dans mon graphe l'ensemble de mes choses. Donc j'ai un graphe hyper connecté, hein, parce que ça part de la théorie qu'à Paris, on peut aller d'un endroit A à un endroit B tout le temps. Presque. Avec 3 ou 4 changements, mais voilà. Et ensuite, quand on veut décider de là où on veut aller, au lieu de prendre une place au hasard, je vais faire une query qui va regarder l'ensemble des endroits où je suis déjà allé, parce que ça ne sert à rien. Hein. Alors oui, ils n'ont pas le droit de bouger. Hein. Et cette query-là, on va l'exprimer pareil avec ce langage Cypher qui va dire, ben voilà, donne-moi l'ensemble des places, des graphes comme ceci, avec une place en entrée, la relation R et donc M en sortie, où je n'ai pas encore visité la destination, et je veux le nom et la distance, mais je veux surtout ordonner ces nœuds et cette distance par la distance, et j'en veux qu'un. Donc grosso modo, c'est la manière Cypher de dire donne-moi le nœud le plus près. C'est un mix entre une partie graphique hein, qu'on a ici, et une partie qui ressemble quand même très fortement à SQL, mais c'est très très puissant quand on veut faire des choses, Dijkstra, etc., etc. Ce genre de logique peut également être utilisé pour collecter les ordures si jamais à Paris vous avez des problèmes de collection d'ordures. Voilà. Donc, essayons ce super seeker. Donc pareil, c'est une virtual thread. Voilà, hop, ça a démarré. Là, la démo. Tac. Voilà, donc là c'est Rusterbold. Bon alors avec cet algorithme-là, il les trouve quasiment tout le temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va le voir sur l'animation ici, quand je vais redémarrer, il va faire un maximum d'endroits, et il va les faire dans l'ordre, tac, 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 on le voit. Et donc, il va parcourir vraiment beaucoup d'endroits, donc il y a peu de chances qu'il ne trouve pas tout le monde. Il les trouve même très très rapidement, hein, donc la durée de partie c'est 10 secondes et il peut tout faire. Entre-temps, eh ben, on a nos scores qui ont évolué. Donc on a Super Concomber avec 12 points. On a Rusterbold avec 8 points et Hard Onslaught avec 0 points. Donc lui, il a trouvé personne, mais bon. Voilà. C'est un peu lent. Ouais. Et ben bon, c'est un paresseux aussi. Hein. La dernière chose qu'on voulait vous montrer, c'est le monitoring. Donc on l'a dit, il y a également de la time series dans Redis et en fait on va pouvoir faire justement des time series, ajouter à des time series, etc. Donc le code sera disponible. On va pas vous montrer ça, de toute façon on n'a rien de visuel à vous montrer, c'est vraiment pour le stocker dans Grafana ou ce genre de choses, mais on va conclure là-dessus. Hop, play. Vas-y. Alors, 380 commandes. Nous n'avons pas démontré tout, mais c'était beaucoup. Et avec Redis, il y a beaucoup de puissance. C'est un peu comme si l'aucun outil, c'est un marteau, tout rassemble un clou. C'est un peu comme ça avec Redis. On peut faire beaucoup de choses, mais c'est vraiment utile. Et
avec Quarkus, vous verrez les virtual threads et le VTS pour les développeurs. C'est vraiment une combinaison top. Voilà, donc justement, si vous voulez voir plus autour de ça, vous avez d'autres talks. Il y en a, le premier est déjà passé autour des technologies qu'on développe. Typiquement, demain, il y a ce hands-on sur Quarkus sur Amazon Lambda. Vendredi, on a Oli qui va présenter en anglais les travaux qu'on a autour de Quarkus pour réduire les émissions carbone. Et enfin, vendredi après-midi, je présenterai les nouveautés qu'il y a dans Quarkus 3. Et il y a pas mal de choses avec une vraie démo sur ce que ça veut dire d'être cloud native. Voilà, on voulait vous dire merci. J'espère que ça vous a plu. Félicitations Oli, premier talk en français. Merci.